NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation, la blockchain évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des enjeux du Bitcoin. Nous enregistrons ce podcast car la connaissance est le nouvel or et la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Lema et je présente ce podcast avec Benjamin Boutenspark. Et aujourd'hui, nous recevons Yorick de Montbine, qui est haut fonctionnaire de l'État français, mais surtout connu dans l'écosystème parce qu'il est très actif dans la communauté Bitcoin. Yorick est auteur de 2 rapports déjà sur le Bitcoin. Il donne des conférences sur le Bitcoin toujours, et notamment dans ce grand événement qui s'appelle Surfing Bitcoin, qui se déroule à Biarritz à la fin du mois d'août depuis déjà 3 éditions. On peut retrouver Yorick aussi sur YouTube et écouter ses conférences et son avis sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, il va nous donner son avis sur le Bitcoin. Bonjour Yorick, merci beaucoup d'être là. Moi je dois dire que je suis très impressionnée. J'ai écouté pas mal de podcasts, pas mal de conférences. Et quand je t'ai invité, je me suis dit, ouais, il ne va jamais nous dire oui. Et donc merci beaucoup d'être là. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de me recevoir. Voilà. Et j'ai une question qui peut paraître très très basique, mais qui me semble évidente. C'est qu'est-ce que fait un haut fonctionnaire comme toi dans les conférences Bitcoin ? Quel est le point commun entre tout ça ? Et j'imagine que c'est lié à des valeurs personnelles, mais ça serait intéressant de savoir et de comprendre. Merci. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas plus des hauts fonctionnaires dans cet écosystème, mais il y en a de plus en plus, parce qu'on arrive quand même à un stade où on comprend que les cryptos ne vont pas disparaître, et que c'est un sujet important, et que tout le monde doit s'y intéresser, et pourquoi pas les hauts fonctionnaires, après tout. Donc moi, actuellement, je suis magistrat à la Cour des comptes, mais je m'exprime à titre personnel sur ces sujets. C'est une activité extra-professionnelle. Et j'ai travaillé dans des milieux un peu différents. J'étais conseiller de Fillon quand il était Premier ministre, donc dans la politique, et j'étais dans le privé, chez Total, dans le pétrole, pendant plusieurs années, notamment en Afrique. Et donc j'ai vu des environnements un peu différents. Et quand j'ai découvert Bitcoin en 2016, très vite, je me suis dit qu'il y avait une révolution qui était en train de se produire, que ça irait très vite et qu'il était urgent de s'y intéresser. Donc je l'ai étudié et je me rends compte que cette révolution se poursuit, elle accélère, et que la France est en retard et que ses élites sont en retard. Et ça, c'est préoccupant. Exactement. Et est-ce que le fait d'avoir travaillé en Afrique t'a tout de suite donné une vision holistique des enjeux du Bitcoin ? Parce qu'en fait, souvent, nous, Européens, on l'approche et on l'envisage de façon spéculative, et c'est ce qui lui donne un côté très, très controversé. Est-ce que toi, le fait d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir effectivement compris que, où qu'on soit sur la planète, on n'a pas les mêmes enjeux, pas les mêmes intérêts, est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ? Ça m'a probablement aidé, en effet, d'autant plus que j'ai passé 2 ans au Nigeria, et qu'aujourd'hui, le Nigeria est un pays où les cryptos se développent à une vitesse inouïe, absolument inouïe. Et quand j'étais là-bas, j'avais remarqué, c'était avant de connaître le Bitcoin, mais j'avais remarqué qu'il y avait, alors d'abord une pauvreté très forte, des besoins très cruels, mais aussi une énergie, une force de travail, une inventivité et un goût pour les sujets financiers absolument spectaculaire dans la population. C'est de la résilience. Ça m'étonne pas du tout que... Pardon ? C'est de la résilience. Oui, il y a un peu de ça, et en tout cas, ça m'étonne pas que ces gens-là comprennent plus vite les cryptos que nous. Et le Nigérian, en fait, pauvre du fin fond de la brousse, il comprend mieux le Bitcoin et la révolution des cryptos que nos super hauts fonctionnaires de Bercy et de la Banque de France. En fait, il y a peut-être une forme de justice là-dedans. C'est que ces gens-là vont bénéficier de cette révolution, alors que nous, on va s'enfoncer dans la médiocrité parce qu'on tardera à la comprendre. C'est ce quand on donne des formations, effectivement, sur les crypto-monnaies, on cite toujours le Nigeria, qui est le premier pays en termes d'adoption du Bitcoin, bien sûr, mais même d'autres crypto-monnaies. Et en revanche, eux, ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est eux, ils s'en servent vraiment comme monnaie. C'est-à-dire qu'eux, ils achètent vraiment de la nourriture, des échanges, une voiture, etc., en s'échangeant de la crypto, parce que là-bas, le pays est politiquement instable et il y a de l'inflation monétaire, etc. Ils ne sont pas bancarisés, la plupart ne sont pas bancarisés. Et qui dit pas bancarisé, dit pas de projection
projection dans l'avenir, pas de construction de vie. Donc, Oui, après, sur l'idée de monnaie, il y a des débats énormes sur cette notion. Est-ce que le Bitcoin est une monnaie, etc. Je pense que même il y a probablement des Nigérians qui utilisent le Bitcoin pour stocker de la valeur, pour protéger leur épargne. Et en faisant ça, ils utilisent le Bitcoin comme monnaie. C'est une des fonctions de la monnaie. La monnaie, c'est pas seulement un intermédiaire d'échange. C'est effectivement l'essence de la monnaie d'être un intermédiaire d'échange. Mais pour être un intermédiaire d'échange, il faut aussi qu'il soit une réserve de valeur. Et on n'est pas obligé de l'utiliser comme intermédiaire d'échange immédiatement. On peut très bien la stocker parce qu'on se dit qu'on l'utilisera pour acheter des choses plus tard, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Et en faisant ça, on l'utilise déjà comme une monnaie en la stockant. Mais bon, voilà, il y a plein de débats théoriques intéressants. Mais ça rejoint un peu ce que disent les bitcoiners maximalistes, c'est que quand tu as du bitcoin, tu ne le dépenses pas, tu le gardes. Dans la période actuelle, oui, ce qui est parfaitement rationnel, puisqu'il n'y a toujours pas de prix d'équilibre du marché pour cette chose très nouvelle. Et comme la plupart des bitcoiners sont convaincus que sa valeur va augmenter, eh ben, ils n'ont pas de raison de dépenser leur bitcoin, sauf s'ils ont des besoins urgents et que c'est leur seule ressource. Mais il est rationnel d'épargner ces bitcoins aujourd'hui. Et donc les gens qui critiquent le bitcoin en disant oui, mais vous voyez, il existe depuis 13 ans et on l'utilise toujours pas comme intermédiaire d'échange. En fait, c'est un contresens, c'est hors sujet, c'est passé à côté de l'enjeu. L'enjeu, c'est que Bitcoin commence d'abord par faire ses preuves comme instrument technologique robuste et comme instrument de stockage de valeur économique, avant, plus tard, éventuellement, de devenir un moyen d'échange universellement utilisé, ce qui est la définition de la monnaie. Au fond, on a pris trop l'habitude, nous, en Occident, d'utiliser la monnaie papier, comme on dit vulgairement. Là, ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Ce sont les billets d'euros. Et effectivement, on sait tous que derrière un billet d'euros, il n'y a rien. Il n'y a que de la confiance en la banque centrale, voire même c'est coercitif. C'est-à-dire que la loi nous oblige à dépenser des euros, à utiliser les euros. Mais on se dit bien intuitivement qu'on ne va pas garder ces euros 30 ans. Parce qu'on a connu, moi qui ai connu le franc français, je me dis heureusement que je me suis débarrassé à temps de mes francs français. Et puis le franc a été dévalué plein de fois, etc. pour ceux qui s'en souviennent. Donc on se dit l'euro, peut-être que dans 30 ans, il y aura encore une autre monnaie que va nous sortir de son chapeau la Banque centrale. Donc on ne va pas garder ça 30 ans. Donc effectivement, alors qu'une monnaie de réserve comme le Bitcoin ou l'or, souvent on dit le Bitcoin c'est l'or numérique, cette monnaie-là a vocation à durer, pour autant que le Bitcoin dure à 30 ans. Une des particularités les plus inattendues de Bitcoin, c'est que il déclenche un débat mondial sur la monnaie, sur qu'est-ce que la monnaie, qui devrait la créer, comment elle devrait être gérée. Et ce débat-là existait, mais dans des cercles d'économistes hyper confidentiels, en fait. Et c'était un débat un peu interdit. C'est-à-dire que nous, ce qu'on nous apprenait à l'école, dans nos études supérieures, etc., c'est un non-sujet. Il n'y a pas de débat là-dessus. Circuler, il n'y a rien à voir. La monnaie, c'est celle que l'État a décidée, et c'est tout. Point barre. Et en fait, aujourd'hui, avec l'essor des crypto-monnaies, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des objets technologiques nouveaux qui peuvent être utilisés comme des monnaies, que les pouvoirs publics le veuillent ou non. Et qui peuvent même être de meilleure qualité que certains instruments monétaires officiels. Donc ça me paraît vraiment intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les ruptures, elles arrivent toujours dans les grands moments où il y a de la perte de confiance. Donc, on sait la crise de 2008, donc forcément la sortie du white paper de Satoshi. Et aujourd'hui, on sait qu'on vit dans un état de perte de confiance terrible. C'est vrai que nous, on ne se rend pas toujours compte parce que nous sommes des êtres privilégiés, mais quand on se déconnecte de notre réalité, qu'on se connecte à la réalité de la plupart des gens sont très inquiets. Ils ne savent pas comment ils vont payer leur facture d'électricité, ils n'ont plus d'essence, ils ne savent pas se déplacer, ils ont peur de perdre leur travail, les gens sont très très accros. Et donc cet état d'insécurité et de perte de confiance fait qu'à un moment donné, ils sont résilients, ils se disent, et nous on le voit en 6 mois de temps, il y a 6 mois quand on prononçait le mot Bitcoin, les gens, ils avaient envie de nous frapper, et aujourd'hui ils viennent nous trouver en disant, mais est-ce que tu penses que... Mais c'est très intéressant parce que cette notion de confiance, elle est vraiment au centre de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et comme tu dis, les périodes où il y a des crises de confiance, en fait, sont celles où il y a des révolutions.
parce qu'en fait, ces crises de confiance servent de catalyseur à des innovations qui se sont accumulées en coulisses pendant des décennies et qui d'un seul coup font la preuve de leur utilité. C'est exactement ce qui se passe avec les crypto-monnaies. En fait, c'est depuis le début des années 90 que les cryptographes et les informaticiens essayaient de créer une forme de monnaie utilisable sur Internet sans entité centrale et sans tiers de confiance. Et c'était un défi technologique inouï auquel ils avaient fini par renoncer parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Et évidemment, l'inventeur du Bitcoin a réussi cette prouesse en 2008-2009. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Et comme tu dis, il y a une crise de confiance généralisée dans l'économie, les sociétés, etc. Et la monnaie est au centre de cette crise de confiance. Parce que normalement, la monnaie crée de la confiance. La monnaie sert à l'échange économique, elle facilite l'échange économique, qui est un des pivots de la civilisation. Or, quand une monnaie est mal gérée, qu'elle devient de mauvaise qualité, qu'elle dégrade la confiance, qu'elle n'inspire plus confiance, en fait, c'est la civilisation elle-même qui est attaquée. C'est le processus de civilisation qui est enrayé. Et Bitcoin et les cryptos prétendent en fait fournir des outils qui vont inspirer confiance de manière plus fiable que les monnaies étatiques. Alors évidemment, là, on pense tout de suite au contre-argument. Oui, mais c'est volatile. Donc comment est-ce qu'on peut faire confiance dans ces instruments? Et puis si Elon Musk dit une bêtise, ça déclenche le chaos. Oui, dès qu'il fait un tweet, ça agit sur le cours du Bitcoin. Mais c'est très important de prendre du recul et de se dire que ces phénomènes ponctuels très spectaculaires sont purement temporaires et transitoires. Et qui sont logiques dans la phase actuelle où on a des outils nouveaux, encore peu compris, qui doivent faire leurs preuves, qui sont manipulables parce qu'ils représentent en fait une toute petite surface financière par rapport au marché financier, et donc ils sont vulnérables à des actions de gros acteurs ou à des polémiques. Donc c'est parfaitement naturel. Mais il faut aller au-delà de ce préjugé et regarder les caractéristiques techniques objectives de ces instruments. Et ces instruments permettent d'inspirer de la confiance qui est fondée non pas sur des manipulations arbitraires de quelques technocrates, mais sur les mathématiques, la cryptographie, des systèmes décentralisés et une importante utilisation d'énergie. Et c'est une confiance qui est beaucoup plus robuste que le pouvoir discrétionnaire de quelques bureaucrates, en fait. Et ça, on commence à peine à le comprendre. Mais il y a encore beaucoup de chemin pour que le grand public et surtout les élites le comprennent. Oui, mais au Nigeria, ils l'ont compris. Ouais. Et au Salvador aussi. Et dans les pays pauvres, ils le comprennent très très bien. Ils n'ont pas besoin de faire de doctorat à Harvard pour ça. Et ça vient de la population, ça vient vraiment de la base des pays. Qui font comprendre d'ailleurs aux États, donc c'est vraiment bottom-up, quoi. C'est vraiment la base qui dit aux États, mais vous voyez bien que vous ne travaillez pas pour nous. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, j'ai eu un éclair, c'est que donc la monnaie, elle est basée sur la confiance, et donc c'est le liant de la société. Si on est tous alignés, si on utilise tous la même monnaie, et qu'on a tous le même capital confiance dans cette monnaie, et que c'est très fluide, et donc ça fédère les gens autour de la monnaie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des fractures, donc c'est presque une analyse sociologique que tu fais, il y a des fractures, les gens perdent confiance, et donc ils vont chercher des monnaies alternatives, et donc là on tombe dans des communautés qui utilisent ces monnaies, et donc la confiance est fragmentée, et en fait c'est la société qui se redessine avant d'être autre chose. Et c'est intéressant parce que quand tu parles à des bitcoiners ou à des crypto-addicts ou des crypto-natifs, pour eux c'est une évidence, pour eux la confiance elle a déjà basculé de l'autre côté, et en fait aujourd'hui c'est tous les gens qui n'ont pas compris justement que la confiance elle peut être donnée à la technologie, alors qu'aujourd'hui la preuve est que quand la confiance est dans les hommes, dans quelques hommes qui décident, une poignée de gens qui décident, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Oui, et je pense qu'on a, chacun d'entre nous, on a un capital de confiance qu'on peut accorder à autrui et au système qui est limité. On ne peut pas faire confiance à tout le monde et à tout de manière illimitée. Et donc, tout instrument technologique qui nous permet de diminuer la confiance qu'on doit accorder à quelque chose, en fait, est utile. Il fait progresser la civilisation parce qu'il nous permet éventuellement d'allouer notre capital de confiance à d'autres choses, à d'autres gens. La monnaie, initialement, elle a été créée parce qu'elle permet à des gens qui ne se font pas confiance, qui n'ont aucune raison de se faire confiance, d'échanger entre eux plus facilement que s'ils devaient se créer des rapports de créanciers et de débiteurs. Il y a beaucoup de théories qui disent que la monnaie en fait est née de l'institution de la dette. Et c'est vrai dans les petites communautés où les gens
pouvait se faire confiance. Je pouvais aller acheter quelque chose chez mon voisin, j'avais pas de monnaie physique, mais il me faisait un crédit. Une reconnaissance de dette. Et c'est ça qui servait de monnaie. Sauf que quand l'humanité s'est développée et que les échanges se sont développés avec des gens, entre gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient de plus loin, etc., il fallait une nouvelle méthode. Et cette nouvelle méthode, ça a été la monnaie physique. Et donc, cet objet monétaire, il fallait qu'il inspire confiance. Et il permettait à des gens qui ne se faisaient pas confiance de transacter entre eux. Et donc c'est une invention inouïe de l'humanité, la monnaie. Et les gens qui veulent revenir au troc et tout, c'est une régression naïve et infantile. C'est un retour en arrière qui n'apporte rien. Et les États, en s'appropriant progressivement la monnaie à des fins politiques, à des fins de financement du pouvoir, ont dégradé l'institution monétaire en diminuant la confiance qu'elle pouvait inspirer aux gens. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'époque contemporaine. Oui, c'est vrai avec l'inflation en Europe, que tout le monde commente toute la journée. C'est vrai l'inflation au Liban, 80%, en Turquie, 100%, etc. Donc ça devient vraiment inquiétant. Et les historiens nous rappellent que l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, c'est très certainement dû au système monétaire qui s'est dégradé jusqu'à la fin, et que les empires chutent à cause de la monnaie. Donc c'est carrément incroyable. Exactement. Il y a de nombreux cas où des systèmes politiques s'effondrent parce que les souverains ont mal géré la monnaie. Et en fait, comment dire, c'est pratiquement impossible d'envisager que le pouvoir politique gère correctement la monnaie, puisque il n'est pas objectif, il n'est pas neutre dans cette affaire, il est jugé parti. Il a un intérêt objectif à créer plus de monnaie que ce que le marché créerait sans son intervention, à son profit, au souverain, à son profit. Et donc, il a un intérêt, une tentation presque irrésistible à créer trop de monnaie, et donc au passage à spolier les détenteurs de monnaie qui voient leur pouvoir d'achat relatif diminuer, et à dégrader la confiance dans la monnaie. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, et cette crise de confiance dans les monnaies, qui se traduit d'ailleurs par des bulles sur différents marchés, l'immobilier, l'art, ce ne sont pas des choses qui sont censées permettre de stocker de la valeur et de spéculer, en théorie. Et pourtant, ça sert à ça aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus confiance dans les monnaies étatiques. Et donc, ça bénéficie énormément à l'essor des cryptos, et c'est une des raisons pour lesquelles, a priori, les cryptos ne vont pas disparaître. Donc, en fait, les crises peuvent servir à ce que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies se renforcent, parce que en fait on a eu une crise sanitaire et on n'est pas à l'abri d'en vivre encore. Puis on a eu suite à ça une crise économique avec une inflation grandissante, galopante. Puis maintenant on a une crise énergétique avec toutes les problématiques liées à l'électricité, avec des conséquences énormes sur le transport, la mobilité, enfin voilà, sur le quotidien des gens. Et plus il y a des crises, plus il y a de la perte de confiance. Et donc, plus le Bitcoin devient résilient, parce que les gens, en fait, se disent, mais peut-être souvent par dépit, mais c'est peut-être ma solution. Oui. Et après, il est intéressant de voir pourquoi Bitcoin, en fait, inspire de la confiance. Donc, il y a les éléments que j'ai décrits, qui sont techniques, qui font que c'est un système très robuste techniquement, qui n'a jamais été piraté. Et puis, il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est son aspect économique, son régime d'émission. On sait combien il y a de bitcoins émis aujourd'hui, à l'unité près, à chaque instant, on sait combien de bitcoins ont été émis, et on sait exactement combien vont être émis progressivement à l'avenir, et on sait quelle sera la limite. 21 millions, il n'y en aura jamais 21 millions d'atteints. Et donc c'est une différence énorme par rapport aux monnaies gérées par les États. C'est compliqué de savoir combien il en existe aujourd'hui, parce qu'il y a des agrégats monétaires différents, et donc ça dépend de quelle définition de la monnaie on retient, et en fait c'est arbitraire. Et puis ensuite, la création monétaire qui est pilotée par les banques centrales, même si elle est déléguée aux banques commerciales, elle est arbitraire. Ce sont les banques centrales, in fine, qui décident de combien on va créer de monnaie. Elles-mêmes ne savent même pas combien elles vont en créer la semaine prochaine. Et donc, ça pose un problème de confiance majeur, parce que toute l'économie de marché est fondée sur le système des prix. Le système des prix, c'est le système d'information de l'économie de marché, qui est fondamental, parce que c'est celui qui envoie des signaux à tous les acteurs économiques pour prendre des décisions économiques. Est-ce que je vais consommer, épargner, investir ? Ça, je le fais en fonction des prix. Et si les prix sont imprévisibles parce que la création monétaire est imprévisible, en fait, c'est tout le capitalisme qui est distordu, enrayé, vicié, à tel point qu'on peut même se demander si on est dans un système capitaliste aujourd'hui. Et beaucoup de gens critiquent les excès du capitalisme, mais
Je ne suis pas sûr que cette manière d'exprimer leur critique soit pertinente. Oui, et puis la façon dont l'État intervient, surtout depuis la crise Covid, l'État intervient carrément dans l'économie. L'État français voudrait même renationaliser des entreprises. Enfin, on se croirait revenu à l'État Mitterrand en 1981 presque. Et c'est incroyable venant d'un gouvernement qui se dit libéral, effectivement. Donc, est-on vraiment encore dans un système purement capitaliste? J'en suis pas sûr. J'aimerais te challenger, Yorick, sur l'avenir du Bitcoin. Parce que toi et moi, on connaît le système. Même si tous les États commençaient à interdire le Bitcoin, il en existerait toujours des nœuds Bitcoin parce que Bitcoin renaît toujours de ses cendres. Enfin, c'est un système qui se réinvente en permanence. Il suffit qu'il y ait 3 ordinateurs sur le réseau Bitcoin pour qu'ils continuent de tourner et d'émettre des Bitcoins finalement. Est-ce que justement, si les crypto-monnaies, si les blockchains émergent avec succès, ce que l'on imagine, il n'y aurait pas des concurrents, alors plein de concurrents de Bitcoin finalement, qui seraient d'un seul coup peut-être plus robustes, peut-être mieux designés, hein. Est-ce qu'on peut pas imaginer à l'inverse de l'or? Parce que tu vois, on dit le Bitcoin c'est l'or numérique. Malgré tout, le lingot d'or, ça fait 3000 ans que les humains s'en échangent avec confiance, et à mon avis, ça va continuer encore 3000 ans. Parce que ça, l'or, c'est éternel. Enfin, c'est gravé presque dans l'ADN de chaque humain. Est-ce que le Bitcoin, toi, tu imagines qu'il sera là encore jusqu'aux 21 millions de Bitcoins, c'est-à-dire dans 100 ans? Ou est-ce que tu penses qu'il sera challengé et qu'il y a intérêt, quand on achète du Bitcoin, à surveiller s'il n'y a pas un concurrent qui peut émerger? Ouais, je pense que soit Bitcoin disparaît pour quelque raison que ce soit, bug technique, perte de confiance, etc., et retombe à zéro, soit il survit, mais s'il survit, il n'a aucune raison de stagner au niveau actuel. À ce moment-là, s'il survit, c'est qu'il fait la preuve de son utilité, que de plus en plus de gens l'utiliseront, et qu'il atteindra des valorisations inouïes, inimaginables aujourd'hui, et qui s'imposera par rapport aux autres cryptos, même si les autres cryptos ont des fonctionnalités techniques potentiellement intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce processus concurrentiel. Je pense qu'il est sain qu'il y ait une concurrence entre les monnaies, et qu'il n'est pas sain qu'il y ait des monopoles imposés par la puissance publique. On est tous d'accord pour dire qu'un monopole aboutit à un produit qui va être vendu plus cher aux consommateurs et qui sera de moindre qualité par rapport à une situation où il y a une vraie concurrence. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est bien pour ça que les monopoles sont combattus par les politiques antitrust. Après, ça dépend de ce qu'on appelle un monopole. Mais globalement, on est bien d'accord qu'il y a une réticence du grand public vis-à-vis des monopoles. Et pourtant, on impose un monopole sur la monnaie, puisque le cours légal, c'est un monopole sur la monnaie. Il y a une seule monnaie qui bénéficie du privilège d'être celle qu'aucun commerçant ne peut refuser. C'est ça le cours légal. Alors pourquoi est-ce qu'on impose un monopole sur la monnaie alors que dans tout le reste de l'économie, le monopole n'est pas bon? Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes effets néfastes que pour les autres objets économiques? Bah oui. En fait, on se retrouve avec une monnaie de moindre qualité, qui sert moins bien de monnaie, et surtout, comme on empêche la concurrence, ou qu'on limite la concurrence, en fait, on limite l'innovation. Et la monnaie, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne fasse pas l'objet d'innovation. Alors, c'est pas parce qu'on a inventé les cartes bancaires, les virements sur Internet, les distributeurs automatiques, qu'il y a de l'innovation. Ça, c'est pas de l'innovation monétaire. C'est de l'innovation dans les systèmes de paiement, ce qui n'est pas la même chose. Mais la monnaie elle-même, depuis qu'elle fait l'objet d'un monopole, en fait, elle n'a pas évolué. Elle ne s'est pas améliorée, elle n'a pas bénéficié du processus de l'innovation. Ça, c'est de la monnaie étatique. Sauf qu'avec les crypto-monnaies, on se retrouve avec un processus concurrentiel intense, d'une intensité inouïe, avec une rivalité, une émulation pour proposer la crypto la plus efficace, qui va le mieux servir les besoins des utilisateurs, même si certaines de ces cryptos ne sont pas vraiment créées pour être des monnaies, mais en fait, de facto, elles sont en concurrence entre elles pour servir de monnaie. Alors, à quoi ça va nous mener? Moi, je pense qu'il y a la concurrence des monnaies est positive, mais il est naturel qu'elle aboutisse à une convergence mondiale, d'une monnaie mondiale unique. Et c'est très sain. C'est très simple parce que si tout le monde avait la même monnaie, en fait ça faciliterait encore plus les échanges. Ce qui est malsain, c'est si une monnaie est imposée au niveau mondial. Et ça, c'est ce dont rêvent beaucoup de gens, beaucoup de bureaucrates, une partie des élites en rêvent,
parce que ça leur donnerait un pouvoir immense de contrôle sur la société humaine. C'est ce qu'on dit sur l'euro, hein. La monnaie commune européenne a favorisé les échanges entre 27, enfin dans la zone euro on est 15 je crois, donc ça favorise les échanges entre 15 pays, c'est ça qu'on dit. Oui voilà, ça de ce point de vue-là c'est positif parce que ça favorise les échanges, mais ça crée des effets pervers parce que c'est une monnaie qui a été imposée par les pouvoirs publics et donc on peut imaginer que c'est pas du tout le même genre de monnaie que celle qui aurait émergé au niveau de la zone euro s'il y avait eu un vrai processus concurrentiel de marché libre, avec une vraie innovation. Et donc, pour revenir à Bitcoin, est-ce que c'est lui qui va s'imposer ou pas ? Moi, j'ai l'impression que dans ce domaine, il y a un avantage au premier entrant, parce que c'est celui qui accumule de la confiance. C'est celui qui a résisté. Et des utilisateurs. Voilà, il accumule de la confiance et donc des utilisateurs, parce que c'est celui qui a été le plus attaqué. C'est donc celui qui, de facto, est le moins risqué d'un point de vue technique. Alors, il est moins sophistiqué technologiquement que beaucoup d'autres cryptos, notamment celle des plateformes de smart contracts, mais sa technologie s'améliore, se renforce, et il n'est pas impossible que les smart contracts deviennent possibles, beaucoup plus développés qu'aujourd'hui un jour sur Bitcoin. Et donc voilà. Moi j'ai l'impression que en fait là Bitcoin va être de plus en plus difficile à détrôner à long terme. Chaque année qui passe, ça fait déjà 13 ans. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, c'est intéressant ce point-là. Les gens disent mais attendez, vous nous dites que c'est décentralisé Bitcoin, il n'y a pas donc Monsieur Bitcoin, il n'y a pas d'immeuble avec un patron de Bitcoin. Donc comment on fait évoluer le réseau ? En fait, le réseau Bitcoin peut évoluer par les gens qui gèrent ce réseau, donc les mineurs de Bitcoin. Ils peuvent émettre des propositions. Et donc tous les mineurs peuvent dire mais moi j'aimerais améliorer le code de telle et telle façon, et alors il y a un vote, si j'ai bien compris, de tous les mineurs qui disent allez ok, il y a un consensus général, on fait évoluer le code. Enfin. Alors non, en fait c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas les mineurs qui font des propositions pour améliorer le protocole, enfin ils peuvent en faire, et d'ailleurs parfois ils en ont fait et ça a été un échec, mais ils sont une minorité parmi ceux qui font des propositions. En gros il y a 3 acteurs, il y a les mineurs, il y a les nœuds de validation, et il y a tous ceux qui veulent faire des améliorations au protocole. Mais les améliorations du protocole, et c'est la gouvernance des protocoles open source, elles ne sont implémentées que si les nœuds de validation, c'est-à-dire les gens qui possèdent la blockchain, la base de données, et le logiciel qui la fait tourner, acceptent d'implémenter la nouvelle version du logiciel. Et ce sont eux qui décident. Ce sont eux qui décident. Ils décident dans le fonctionnement quotidien du Bitcoin parce que c'est eux qui décident d'intégrer les nouveaux blocs ou pas dans la blockchain, les nouveaux blocs envoyés par les mineurs. Premier aspect par lequel ils décident, et deuxième aspect parce que ce sont eux qui décident d'implémenter ou non les nouvelles versions du protocole développées par une communauté de développeurs à l'issue de débats complexes, très longs, etc. Et de temps en temps, les mineurs essayent de prendre le pouvoir en imposant leur vue, et il y a eu un épisode majeur en 2017 où ils ont voulu augmenter la taille des blocs, ils n'ont pas réussi, et ceux qui se sont imposés contre les mineurs, ça a été les nœuds de validation. Et ça a été un épisode historique majeur qui a montré que les mineurs n'avaient pas le pouvoir sur le protocole, ce qui est un point très important. Ah, c'est intéressant, je savais. Tu peux développer ? Oui, ça représente combien de personnes déjà, donc ces nœuds qui peuvent décider d'évoluer ? Alors, ces nœuds de validation, ils sont compliqués à mesurer parce qu'il y a des nœuds complets, c'est ceux qui ont toute la blockchain, il y a des nœuds partiels qui ont une partie de la blockchain, ils sont pas tous publics, il y en a qui sont discrets, donc on sait qu'il y en a beaucoup dans le monde entier, des dizaines de milliers, certains disent plus. Voilà. Moi, je ne connais pas le chiffre exact. Et plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, plus le système est décentralisé. En gros, quand on parle de décentralisation de Bitcoin, elle joue sur 2 aspects, la décentralisation. Celle des nœuds de validation et celle des mineurs. Et donc, celle des nœuds de validation, elle est réelle. Elle n'est pas sans doute suffisante. Elle pourrait progresser, mais elle est réelle. Et celle des mineurs, elle est très débattue. Parce qu'on dit souvent, mais les mineurs sont trop concentrés, c'est dangereux. S'ils prennent le pouvoir, s'ils ont la majorité du minage, ils vont prendre le pouvoir, ça met Bitcoin en risque, etc. Sauf que là, en fait, c'est plus compliqué à mesurer. D'abord, parce qu'une entité qu'on appelle mineur, en elle-même, c'est une entité ambiguë. Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est une unité informatique, sachant qu'une entreprise peut avoir des milliers d'unités informatiques, et il y a des pools de minage. Il y a des mineurs, des entreprises, individus, qui ponctuellement mettent leurs ressources de minage en commun.
pour maximiser leurs chances de valider de miner des blocs. Mais ils font ça de manière très variable dans le temps. C'est-à-dire, ils s'allient, ils se séparent, ils s'allient à nouveau, ils se séparent, et tout ça de manière très rapide, très fluide. Et donc, peut-être qu'à certains moments, certaines de ces poules ensemble ont pu acquérir une énorme part de la puissance de calcul du réseau, pouvant potentiellement menacer le réseau si elle décidait de prendre le pouvoir, c'est possible. Mais le système d'incitation de Bitcoin est tellement bien pensé que pour l'instant ça n'est jamais arrivé, parce que ça aurait représenté un coût économique phénoménal pour ces entités. Elles auraient consenti de gigantesques dépenses pour finalement tuer Bitcoin, mettre en péril c'était pas leur intérêt. Bitcoin et scier la branche sur laquelle elles étaient installées. Et comme ces entreprises, comme c'est maintenant une industrie, que ces entreprises ont des actionnaires, certaines sont cotées, et donc elles font pas n'importe quoi, elles ont un intérêt vital à prospérer et surtout pas à tuer l'écosystème Bitcoin. Ouais, personne n'a intérêt à... Personne de l'écosystème Bitcoin. En dehors, il y a des gens qui aimeraient bien le tuer. Ah oui. Mais alors moi j'ai vu une vidéo où j'ai trouvé ça passionnant, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris quand tu disais, bon évidemment aujourd'hui il y a beaucoup plus de transactions par bloc, et donc ça nécessite une grande puissance de calcul. Et tu parlais d'un chiffre mais énorme qui représente cette puissance de calcul. Est-ce que tu peux réexpliquer et peut-être détailler pour que ça soit compréhensible pour tous? Oui, tu commençais par dire essayer de compter jusqu'à 10 en une seconde, puis jusqu'à 100 en une seconde. Et c'était extrêmement parlant ce que tu... Effectivement, en fait, les mineurs font des opérations cryptographiques hyper rapides pour être le premier à résoudre une équation cryptographique. Ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Et donc, ils résolvent pas un problème mathématique complexe comme on le voit dans les médias. C'est pas ça. C'est pas du tout complexe. C'est simplement une opération qui nécessite de la force brute pour être résolue. Il ne s'agit pas d'être intelligent, il s'agit d'avoir une grosse puissance de calcul pour essayer le plus possible de solutions en un temps limité. C'est une équation qui ne peut pas être résolue par la logique, mais seulement en essayant au hasard des solutions. Et donc, ces mineurs font ces calculs à toute allure. Ils doivent prendre un chiffre au hasard et l'insérer dans l'équation cryptographique et voir si ça résout l'équation ou non. Et on peut compter le nombre de ces opérations qui sont faites par l'ensemble du réseau Bitcoin, et ça atteint un chiffre complètement démentiel. Par bloc à valider. Non, en fait, on le compte par seconde. On appelle ça un hash, c'est un type d'opération cryptographique, et on peut compter le nombre de hash par seconde que font l'ensemble des mineurs en ce moment. Et ça se compte en exahash par seconde, c'est-à-dire en milliards d'opérations par seconde. Et aujourd'hui, on a dépassé, je crois, les 240 ou 260 milliards d'opérations par seconde. Ce qui représente une puissance de calcul complètement démentielle que l'esprit humain ne peut pas se représenter, et qui est la plus grande puissance de calcul sur Terre, qui explose littéralement les puissances de calcul des plus grandes entités, armées américaines, Google, GAFA, chinois, tout ce qu'on veut. Mais voilà. Est-ce que c'est la représentation de la sécurité que représente Bitcoin? Oui, c'est un des deux paramètres. C'est-à-dire que pour que Bitcoin soit sécurisé, il faut qu'il y ait le plus de nœuds de validation possible, et il faut que la puissance de calcul des mineurs soit la plus élevée possible. Okay. Dans ma compréhension, ce sont les deux paramètres. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bitcoin a une sécurité extrême? Oui, elle est extrême. Il y a même des experts de Bitcoin qui pensent que si elle était plus faible, Bitcoin serait malgré tout invulnérable. Mais on peut penser qu'il vaut mieux qu'elle soit de plus en plus forte, parce que Bitcoin va être de plus en plus attaqué. Et l'objectif de Bitcoin est de résister à des attaques des acteurs les plus puissants sur Terre. Sinon, il n'a aucune raison d'exister. Parce qu'en fait, le seul risque de Bitcoin, c'est d'être attaqué et donc atteint. Ça ferait s'effondrer la confiance et donc la valeur. Mais plus, si je comprends bien ce que tu dis, plus il y a de valeur, plus il y a de validateurs, et il y en a de plus en plus, et plus il y a de puissance de calcul, plus le bouclier est gros. En fait. Voilà, c'est ça. Ok.
Okay. On parle bien de alors l'ensemble. évidemment, ça soulève la question de la dépense énergétique, voilà, le sujet environnemental et tout. Alors on va adresser ça parce que nous aussi, comme toi, on a à chaque fois cette question-là. Oui, mais Bitcoin utilise autant d'énergie qu'un pays comme la Finlande, etc. Soyons clairs, donc nous, les dernières statistiques qu'on a, c'est que 60% de l'électricité utilisée par les mineurs... C'est pas un rapport officiel. Hein. C'est un rapport qui vient d'un consortium autour de Bitcoin qui fait des stats. Alors je crois qu'on est à 60% d'énergie verte pour l'instant, et je crois qu'il y a une augmentation tous les ans, on pousse de 4 ou 5% en plus d'énergie verte. Rappelons que l'énergie verte est l'énergie la moins chère, l'électricité la moins chère, et que les mineurs recherchent en permanence l'électricité la moins chère. Donc il est logique pour eux d'aller vers de l'électricité produite par un barrage, produite par des panneaux solaires, etc. Ça tu confirmes, Exactement, c'est parfaitement juste, c'est très bien résumé, mais moi ce qui me paraît intéressant, c'est que cet argument, alors qu'il se propage, il est diffusé, il reste inaudible, boycotté, exact. Oui, il est inaudible. Et c'est pas un hasard. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce que cet argument circule. L'industrie écolo et environnementale aujourd'hui, c'est une énorme industrie. Ce sont des intérêts économiques immenses. Ce sont des intérêts associatifs. Il y a des ONG, il y a toute une population qui prospère dans ce milieu et qui ne veut pas du tout entendre parler de cet argument selon lequel Bitcoin serait un atout pour la transition écologique, parce que ça ruinerait totalement leur petit business. Et par ailleurs, les États qui commencent à ressentir une panique absolue face à l'émergence des crypto-monnaies, c'est pareil. Ils veulent pas du tout que ça se sache que Bitcoin est environmentally friendly. Et donc ils seront les derniers à reconnaître ça, et au contraire ils ont intérêt à continuer à véhiculer la propagande et les fake news disant que Bitcoin est polluant. Ouais. Mais d'ailleurs pas que ça les fait paniquer bien sûr, mais il n'y a pas que ça, c'est que les mineurs ce sont des industries agiles et mobiles. Elles se posent là où elles peuvent récupérer de l'électricité, souvent d'ailleurs ce qu'ils appellent de l'électricité perdue, donc non exploitée. Donc ils font tourner les turbines en surplus non exploitées. Très bien expliqué d'ailleurs par Richard Détente et Sébastien Gbouspillou sur nos épisodes. Et ils ont... Alors non seulement ils n'ont pas envie d'entendre l'argument monétaire, ils n'ont pas envie d'écouter l'argument écologique, mais alors quand on leur dit que ce sont des industries mobiles et agiles, ils se disent mais waouh, j'ai aucun contrôle sur eux. Donc je ferme le robinet là, ils enlèvent leur conteneur et ils vont ailleurs. Exactement, il y a des gens qui sont obsédés par la tentation de contrôler autrui. Contrôler l'économie, contrôler les comportements des individus, contrôler la vie privée des individus. Et là, avec Bitcoin, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui leur échappe totalement, pas seulement intellectuellement, mais d'un point de vue concret, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas prendre le contrôle sur cette chose. Et donc, ça casse leur modèle mental et leur obsession du contrôle. Et ben, tant pis pour eux. Ils seront les derniers à comprendre. Ils achèteront du Bitcoin dans quelques années à un prix complètement dingue, et ça ne sera que justice. C'est bien que tu dises ça, parce que tu es quand même au cœur du système de l'État, donc tu les vois, tu connais leur raisonnement. Et effectivement, on sent bien que c'est même pas, c'est de l'ignorance en fait. Nous, on examine comme toi, on lit, on écoute ce qu'ils disent, on sent bien qu'ils n'ont pas compris en fait. C'est même pas qu'ils aimeraient contrer ce système, en fait, ils ne l'ont pas compris. Ils font pas la démarche en fait. C'est intéressant de faire la sociologie des anti-Bitcoin, effectivement. Il y a de tout. Hein. Il y a des gens par paresse intellectuelle qui ne veulent pas s'y intéresser, ils se disent c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Voilà. Il y a des gens qui sont hostiles idéologiquement parce qu'ils ont compris ce que c'était, mais ça va tellement contre leurs valeurs qu'ils sont férocement contre. Et ils l'expliquent d'une manière qui n'est pas toujours honnête. Ils n'expliquent pas toujours leurs présupposés idéologiques. Parfois, ils utilisent des prétextes. Voilà. Il y a des gens par conservatisme aussi qui se disent bon, la nouveauté, c'est trop risqué. Moi, ce qui me fait confiance, c'est ce qui a marché dans le passé. Et donc, je suis plus rassuré par des choses qui fonctionnent déjà, et la nouveauté m'inquiète. Ça, c'est donc plutôt une préférence psychologique qui, en fait, est compréhensible, qui est légitime. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les attaquer. Il faut leur montrer que, en fait, parfois la nouveauté est utile, améliore les choses. Et puis il y a des gens qui réfléchissent pas, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas d'idéologie, mais simplement ils sont prisonniers d'un système, d'une organisation, d'un réseau, d'un secteur économique qui, lui, a un intérêt objectif
à ce que les cryptos ne progressent pas. Et donc ces gens-là, c'est leur gagne-pain. Et donc ils vont s'adapter naturellement, sans forcément le conceptualiser, aux intérêts de leur organisation, de leur secteur, de leur réseau. C'est donc une partie des fonctionnaires, une partie des gens qui travaillent dans les banques, une partie des gens qui sont dans le milieu écolo, et voilà. Ouais. Et les grandes agences de conseil. C'est comme cette phrase que tu as citée à une conférence, c'est le Bitcoin, c'est tout ce que vous ne comprenez pas en économie, plus tout ce que vous ne comprenez pas en informatique. Oui, c'est ça, c'est la phrase de John Oliver qui est parfaite. C'est parfaite, ouais. Et les gens, en fait, et moi, je me mets dans cette catégorie, on ne se rend jamais compte à quel point on comprend mal l'informatique et à quel point on comprend mal l'économie. On ne connaît rien à l'économie. On a tous un devoir de modestie là-dessus, ce sont des sujets très complexes, et donc quand un objet nouveau émerge et combine des sujets aussi complexes, c'est normal de rien comprendre au début. Ouais. Ce qui n'est pas normal, c'est de donner son avis après avoir étudié le sujet pendant 1 heure et de demander soit d'interdire Bitcoin, soit de faire des propositions pour l'améliorer sans l'avoir étudié sérieusement. Ça, c'est scandaleux. Et les gens qui font ça, il faut se moquer d'eux, il faut les dénoncer comme des imposteurs et des arnaqueurs. Ouais. Mais c'est comme on a lu une étude par Deloitte USA qui sort dans son rapport qu'ils ont fait un audit et je crois que c'est plus de 70% des retailers se disent prêts à accepter la crypto-monnaie. Des magasins, des marchands. Voilà. Et donc, Deloitte, enfin nous on dit Deloitte en Belgique, Deloitte sort son rapport et conseille donc d'accepter, je crois que c'est 6 crypto-monnaies ou 5 ou 6, mais pas le Bitcoin. Oui, c'est-à-dire d'accepter Ethereum, Polkadot. Et donc, il conseille des cryptos qui sont moins solides et moins sécurisés que le Bitcoin. Alors que c'est un des Big Five, c'est juste... C'est fascinant, j'étais pas au courant de ça, je serais très curieux de voir ce rapport. Ça montre que Bitcoin, et ça en fait on le sait déjà, est toujours très sulfureux, et tabou, et problématique. Et tant mieux, moi je suis intéressé par des choses qui sont problématiques, pas des choses consensuelles. Et les innovations et les révolutions commencent toujours de manière non consensuelle. Oui, mais c'est un échiquier qui a été bien organisé entre l'État, les grandes multinationales, c'est un échiquier, il ne faut pas trop bouger là-dedans. Tiens Yorick, j'ai une question pour toi sur, justement j'adore parler de politique, et je sens que, je suis sûr que tu as une idée là-dessus. Quand je parle des crypto-monnaies, de la décentralisation, l'argument que j'ai en face, c'est oui mais réaliste, est-ce que tu comprends que derrière ce projet, il y a un projet libertaire américain, ça on sait tous qu'à l'origine, les cryptographes dont tu parles, les cypherpunks, qui sont à l'origine de la philosophie de la décentralisation, c'est de dire les gens doivent eux-mêmes s'emparer de leurs données, de leurs data. C'est pour ça que la cryptographie a été utilisée dans les réseaux. Et les gens devraient s'emparer de leur propre monnaie. C'est l'idée de Bitcoin. Et les gens me disent, c'est intéressant comme argument. Oui, mais alors, l'État va donc être démuni de ce pouvoir monétaire à terme, et va être démuni d'un pouvoir de redistribution de la richesse qui est le rôle de l'État, c'est-à-dire s'assurer, dans la mesure du possible, qu'il n'y ait pas trop de différence de revenus dans la population, qu'il n'y ait pas d'inégalité, on va dire. Est-ce que tu ne crois pas que si à force de décentraliser, je me fais un peu l'avocat du diable évidemment, je te challenge, à force de décentraliser, donc on enlève ce pouvoir à l'État et la redistribution ne se fera plus? Alors, je ne prends pas position sur la question est-ce que la redistribution est nécessaire ou pas. En revanche, si on estime que la redistribution est nécessaire, est-ce que l'outil monétaire est le plus adapté? Aujourd'hui, la politique monétaire entraîne une redistribution des revenus en faveur des riches et de manière non démocratique. En faveur des riches parce que c'est l'effet Cantillon, théorisé par l'économiste du même nom au XVIIIe siècle. L'augmentation de la masse monétaire engendre une augmentation du prix des actifs, titres financiers, immobiliers, possédés par les riches, surtout ceux qui ont pu s'endetter pour en obtenir. Et inéluctablement, cette augmentation de la masse monétaire, au bout de quelques années, entraîne une hausse des prix des biens de consommation, dont pâtissent les pauvres, qui ne possèdent pas d'actions ou d'immobilier. Donc l'augmentation de la masse monétaire, organisée par la puissance publique, a engendré une redistribution en faveur des riches au détriment des pauvres, une redistribution de pouvoir d'achat relatif, et de manière non démocratique, parce que ça n'a jamais fait l'objet de débat lors des élections. Dans aucune élection, on ne débat de ça.
Donc l'État est profondément choquant. Complice d'accentuer les inégalités. Voilà. En fait. La puissance publique, je parle de puissance publique parce qu'elle inclut l'État et banques centrales. Et les banques centrales sont censées être indépendantes des États, mais en fait elles ne sont pas tant que ça. Voilà. Mais donc, autrement dit, les gens qui veulent que l'État redistribue, en fait, ils devraient critiquer la politique monétaire. Ils devraient trouver un moyen plus démocratique et plus juste de faire de la redistribution. Par exemple, par l'impôt. Prélever de l'impôt sur les riches en le faisant voter par le Parlement de manière transparente et démocratique pour le redistribuer aux pauvres, ça c'est cohérent avec leur idéologie. Mais pas la monnaie. Et il n'y a pas besoin de la monnaie pour voter. Il suffit des impôts, oui, tu as raison, les impôts c'est l'outil de la redistribution. Ponctuellement, la monnaie permet aussi quand même une forme de redistribution en faveur des plus démunis en finançant l'État-providence. Et aujourd'hui, les États-providence sont surendettés, en quasi-faillite, et ils ne tiennent que grâce au monopole de la création monétaire par les États. Ça, c'est juste. Oui, c'est ça, financer la sécurité sociale, par exemple, ou le RMI, enfin les minima sociaux sont financés par la dette. Voilà, les États sont archi-endettés, et cette dette, ils peuvent la financer parce qu'ils ont le monopole sur la monnaie. Pour résumer, hein, c'est beaucoup plus complexe, mais ça revient à ça. Sauf que ça ne les incite pas à gérer rationnellement l'État-providence. Et aujourd'hui, il est géré en dépit du bon sens, et il court tout droit à la faillite. Et il va faire faillite un jour. Et là, les promoteurs de ce système, ceux qui, avec de beaux idéaux, voulaient aider les plus démunis et qui vont être les responsables d'une catastrophe qui va peser en priorité sur les plus démunis, est-ce qu'on viendra leur demander des comptes ? C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, non, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la France, le système est au bord de la faillite, mais on est toujours soigné par la Sécu, dans des conditions qui se dégradent. Mais bon, quand même... oui, enfin, il n'y a plus de médecins. Nous, on vit dans une zone où il n'y a pas de médecins. Voilà, il y a des tas de problèmes qui commencent à se développer, qui font que beaucoup de gens commencent à se réveiller et à comprendre que, contrairement à ce qu'on a dit pendant des années, on n'a pas le meilleur système de santé du monde et qu'il va falloir qu'on arrête de donner des leçons au monde entier. Mais ce système n'a pas encore fait faillite. Mais si un jour il s'effondre parce qu'il a été vraiment trop mal géré, voilà, ça va poser quand même un problème, une responsabilité morale majeure à tous ces gens qui l'ont promu sans distance critique. Mais l'effondrement dont tu parles, la faillite dont tu parles, elle arriverait par où ? Par l'État ou par les gens ? Parce qu'aujourd'hui, elle arrive par les gens, la faillite. C'est une forme de faillite. Quand tu vois les gens qui aujourd'hui, qui il y a 6 mois arrivaient à boucler leur fin de mois, et qui aujourd'hui, avec le coût de l'électricité et de la mobilité, passent dans la rue, en fait, tout simplement, la faillite, elle est là. C'est une forme de faillite. Oui, les gens perçoivent un début de faillite, et ceux qui sont dans des situations très difficiles, et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, sont en train d'entrer dans une forme de colère extrêmement puissante qui peut déboucher sur des crises politiques majeures et qui peut déboucher, pourquoi pas, sur la promotion de pouvoirs autoritaires. Au bout d'un moment, les gens en auront tellement marre de l'effondrement, de la déliquescence de ce système, de la désintégration du tissu social, qu'ils diront, en fait, c'est le règne de l'ultralibéralisme, il y a trop de désordre, il y a eu trop de dérégulation. Maintenant, il faut une poigne ferme pour rétablir la situation. Je vais élire un populiste autoritaire. Et ça, c'est la réalisation du scénario qui a été théorisé par Hayek après la Deuxième Guerre mondiale dans un livre qui s'appelle « La route de la servitude ». La route de la servitude explique ça. Quand on donne trop de pouvoir à l'État, il gère mal les choses, ça crée du désordre. Les gens n'en peuvent plus et finissent par croire que le désordre et la faillite vient de trop de liberté. Et ils demandent plus d'autorité. Et c'est déjà ce qui se passe en France et ailleurs. Les populistes ont de plus en plus de succès, aux États-Unis, au Brésil et chez nous. Et les pouvoirs sont de plus en plus autoritaires, promettent de plus en plus de rétablir les choses par la force, par l'autorité. C'est pas très encourageant pour l'avenir. Oui, et puis une réalité, c'est que les gens qui ont de l'argent ne font plus d'enfants. Les gens qui n'ont pas d'argent et qui ne sont pas instruits en font beaucoup. Et donc la réalité, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'ados en France, pas très bons, pas très bien scolarisés, très en colère, en état de perte de confiance totale, et qui sont c'est des générations de guerriers en fait. Ils vont dans 5 ans,
Des générations de quoi ? De guerriers, parce que dans 5 ans, ils ont 15 ans aujourd'hui, ils sont sur les écrans toute la journée, ils pensent que ce qu'ils voient sur les écrans, c'est la vraie vie, et donc perte de confiance dans les États, perte de confiance dans les banques, perte de confiance dans les grandes industries, et donc dans 5 ans, ces gens-là, c'est les futurs gilets jaunes, et donc ça c'est la vraie faillite. Les futurs quoi ? C'est les futurs gilets jaunes, mais en toute puissance, avec beaucoup plus de colère. Oui, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à tout casser et qui vont le faire, qui le font déjà. Et donc, le problème, c'est sur l'interprétation des causes de cette déliquescence. Il y a des intérêts en place qui ont un intérêt objectif à faire croire que c'est l'excès de liberté, l'excès de dérégulation qui produit tout ça. Parce qu'ils ont besoin de sauver leur pouvoir. Oui, et puis pour revenir au Bitcoin, ces générations-là, donc, ce sont des crypto-natives. Ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi du comment, mais ils spéculent déjà. Ils ont 15 ans, ils spéculent dans des jeux. Et pour eux, la crypto, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oui, on les entend dire qu'ils ne veulent pas ouvrir de compte en banque. Alors, ça, c'est peut-être un des rares phénomènes encourageants, finalement, de cette évolution apocalyptique. Oui. Il y a une génération qui est née dans le numérique et pour qui une transaction Bitcoin est plus naturelle, plus saine, plus intuitive qu'un virement bancaire. Et c'est donc à la prochaine génération qu'on va assister à une généralisation des cryptos. Ouais, et alors, ce qu'on remarque aussi, je te coupe, c'est que ces générations sont très insécurisées parce qu'elles ont subi toutes ces crises, donc les attentats, les couvre-feux, le Covid, l'inflation, etc. Mais dans leur période de construction identitaire, alors que nous, on est des adultes et on peut faire face à ça. Et donc, grosse insécurité. Et donc, ils ont associé cognitivement, génétiquement presque, la sécurité à la crypto. Parce que c'est leur liberté. Et ils ont accès à ça. Exactement. Et ce qui va être intéressant, c'est que ces gens-là, on va leur dire « Non, tu te trompes. La vraie monnaie, c'est la monnaie numérique de banque centrale. Et c'est donc ça que tu dois utiliser. » Voilà. Moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, et donc je vais t'obliger à utiliser la monnaie numérique de banque centrale. Merci Yorick, on va parler de ça. Pour les gens qui nous écoutent, qui nous disent mais l'argent est déjà digital, puisque je regarde mon argent sur mon application bancaire. Alors il faut leur expliquer que l'argent n'est pas digital dans le sens où oui, c'est du code informatique qui circule dans des ordinateurs, mais qui n'est pas sur une blockchain. C'est-à-dire tout cet argent est sur des ordinateurs centralisés, des serveurs centralisés. Ce qu'on appelle un crypto euro, donc une monnaie nationale crypto, c'est une monnaie qui tournerait sur une blockchain qui serait a priori compatible avec toutes les autres blockchains, en tout cas on l'espère, c'est l'idée. Et donc ce que tu dis, la monnaie numérique de banque centrale, MNBC, c'est ce que la Banque européenne commence à développer. C'est ce que la Chine a déjà sorti, c'est ce que l'Amérique développe. Ça, tu pourrais nous expliquer ta vision, parce que beaucoup de gens dans la sphère crypto s'inquiètent de ça, parce que c'est une monnaie programmable. Centralisée, oui, mais centralisée. C'est une monnaie centralisée qui dépend des États ou de la Banque centrale, et surtout programmable. L'idée, ce serait que si vous avez du crypto-euro dans votre wallet, la Banque centrale pourrait dire, avec ce crypto-euro, vous ne pourrez plus dorénavant acheter tel bien, par exemple. Exactement. Alors, d'un point de vue technique, en fait, personne ne sait vraiment comment ça va fonctionner pour le moment. Tout le monde réfléchit, toutes les banques centrales veulent le faire, mais elles tâtonnent, elles expérimentent, elles communiquent. Est-ce que ça sera sur une blockchain ? En fait, même ça, on ne le sait pas. Quelle forme de blockchain ce sera ? On ne le sait pas encore très bien. Et je pense que la particularité de ces instruments, ça ne va pas tellement être d'être sur des blockchains. C'est que c'est une forme de monnaie qu'on appelle la monnaie banque centrale. Aujourd'hui, la monnaie banque centrale existe déjà. C'est d'une part l'argent liquide, le cash, et une forme de monnaie que les particuliers ne manient pas, qui est maniée seulement par les banques centrales et les banques. Mais c'est une monnaie qui est différente de la monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires. Parce que la monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires, on n'en est pas totalement propriétaire. La banque peut refuser de nous la donner. Elle peut faire faillite. L'État peut lui imposer de ne pas nous la rendre. Donc on n'en est pas tout à fait détenteur. En tout cas, on en est moins détenteur que des pièces dans notre poche. Les pièces dans notre poche, on en est détenteur. Autrement dit, il y a une différence fondamentale entre la monnaie banque centrale et la monnaie banque commerciale. Et la nouveauté avec les monnaies numériques de banque centrale, c'est d'utiliser les pseudo-technologies blockchain pour rendre accessible aux particuliers de la monnaie banque centrale dématérialisée. Mais dans un wallet crypto, en fait. Voilà, dans un wallet crypto. Ouais. Mais c'est ça la nouveauté. Ouais, c'est rendre accessible aux particuliers de la monnaie banque centrale dématérialisée. Parce qu'aujourd'hui, les particuliers n'ont comme monnaie banque centrale que
de la monnaie physique. Et ça, c'est une énorme rupture, parce que la monnaie banque centrale, avec ses technologies, si elle est numérique, dématérialisée, comme tu disais, elle sera programmable. Donc ça donnera des outils de contrôle de l'économie et de la vie privée à la puissance publique absolument inouïs. Oui, c'est ça. En fait, ça devient très préoccupant. En fait, on serait tous notre propre banque, puisqu'on aurait notre compte en banque dans notre wallet, donc directement sur nous, en fait, sur le téléphone finalement. Et les banques serviraient éventuellement à des emprunts toujours. Sachant qu'on n'a pas besoin de ça pour être notre propre banque, puisqu'on est déjà notre propre banque avec les crypto-monnaies privées, avec Bitcoin. C'est ça. Mais sauf que là, on serait notre propre banque, esclave de la puissance publique, sans être notre propre banquier. On serait notre propre banque, mais soumis au banquier central. Il y a le côté programmable aussi qui est très perturbant, quoi. C'est la banque centrale qui dit dorénavant, avec ma monnaie que vous avez dans vos toilettes, vous avez le droit de faire ça, mais pas ça. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe en Chine. Les Chinois sont en avance sur le monde entier là-dessus, et nous, on dit qu'on veut rattraper notre retard sur la Chine. Un État totalitaire. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de dire ? C'est ça que disent nos banquiers centraux. Et tout le monde gobe cette propagande sans critique. Et tu penses réellement que c'est cette intention derrière ? Alors en fait, je suis même pas sûr que ça soit conscientisé par ces dirigeants. Là, on revient sur plutôt des logiques de système, des intérêts de grands acteurs institutionnels. Les banques centrales comprennent qu'elles sont en train de perdre le contrôle sur la monnaie avec l'éruption des crypto-monnaies. Et donc, elles veulent utiliser ces nouvelles technologies pour reprendre le contrôle sur la monnaie en inventant un instrument de contrôle qui va renforcer le contrôle de la puissance publique sur l'économie et sur la vie privée. Et les banquiers centraux n'ont pas forcément réfléchi aux implications morales et philosophiques. C'est pas leur sujet, ils sont pas payés pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, encore une fois, l'élite a de la connaissance et donc fait la différence. Mais monsieur et madame tout le monde, ils vont peut-être pas faire la différence entre... Ils vont vite voir la différence, parce que dès qu'ils vont se retrouver avec un taux d'intérêt négatif sur leur euro numérique, parce qu'ils n'ont pas consommé les bonnes choses qu'il fallait pour relancer l'économie, ou parce qu'ils ont cotisé dans une association qui propage des idées qui sont contraires aux valeurs générales promues par la puissance publique, dès qu'il va comprendre que sa monnaie, en fait, son argent, il le possède plus, il n'en est plus propriétaire, et qu'à côté, il y a Bitcoin, où il est souverain sur ses finances, il va très vite comprendre la différence. Oui, mais ils ne peuvent pas faire ça, parce que s'ils font ça, ils perpétuent la perte de confiance. Ah bah c'est un abus de pouvoir, on est d'accord. Oui, mais donc plus il y a de l'abus de pouvoir, plus il y a de la perte de confiance, et donc plus les gens se détournent de ces monnaies-là pour se retourner vers les crypto-monnaies. Donc s'ils font ce que tu dis, pardon, je perds ma voix, s'ils font ce que tu dis, c'est vraiment indirectement dire aux gens, vous avez vu, vous ne pouvez pas avoir confiance en moi, utilisez les crypto-monnaies. Si, parce que en fait, on sera probablement dans des contextes troublés, de crise financière, etc. Et ce sont des contextes où systématiquement la puissance publique prétend rétablir l'ordre et inspirer confiance. Et il y a beaucoup de gens qui croient ça. En fait, c'est même la majorité des gens qui croient que la puissance publique est là pour rétablir l'ordre quand tout est en désordre. C'est-à-dire qu'ils pourront t'interdire d'acheter de la crypto. Ils pourront t'interdire d'acheter de la crypto. Alors, probablement, déjà, ils interdiront le cash physique. C'est naturel, c'est inévitable, pour que leur MNBC fonctionne bien. Et ensuite, probablement, ils essaieront d'interdire les crypto-monnaies privées, et c'est tout à fait possible. Est-ce qu'ils le feront frontalement, ou plutôt en créant des problèmes juridiques aux acteurs de l'écosystème? Et puis ensuite il y a une deuxième question, c'est quelles vont être les crypto-monnaies les plus vulnérables à la contre-offensive des États, vulnérables techniquement, en termes de gouvernance, en termes juridiques, etc. Et là il y a une hiérarchie entre les crypto-monnaies. Parler des crypto-monnaies en général a assez peu de sens. Ce qui compte, c'est quelles crypto-monnaies sont les plus résistantes à des attaques étatiques. Et je pense que Bitcoin a une grosse longueur d'avance. Cela dit, il y a des débats parmi les experts, les cryptographes, etc. Tu penses que les États pourraient essayer d'attaquer Bitcoin ? Oui, bien sûr, ils le font déjà en fait. Je pense qu'ils le font par l'énorme vague de désinformation à laquelle on assiste. Qui vient de Christine Lagarde. Qui est téléguidée par les États et par les acteurs
liées aux États en termes d'intérêt économique, même si c'est pas une stratégie consciente, explicite et tout, ça revient à ça. Il y a un début de contre-offensive, et puis il y a des endroits où ils sont allés plus loin, où ils ont interdit le minage, ou les transactions en Bitcoin. Il y a plein d'États où il y a eu des tentatives comme ça. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe là-bas. En fait, ce sont des échecs. Les États comprennent que ces interdictions sont vouées à l'échec. Elles ne font que faire de la pub gratuite avec l'argent du contribuable au Bitcoin, en faisant découvrir le Bitcoin à des gens qui s'y intéressaient pas avant et qui se disent « Ah tiens, en fait, on veut m'interdire d'utiliser Bitcoin parce qu'on veut pas que je sois souverain sur mes finances personnelles. » Et donc voilà, et les années qui viennent vont continuer de cette manière. Alors j'aimerais juste dire qu'il y a quand même deux mouvements contradictoires qui viennent d'en haut. On a vu ce mouvement très négatif dont tu parles, et puis il y a un mouvement très positif qui est que BlackRock, qui est la première institution mondiale, commence à proposer des crypto-monnaies à ses clients. Société Générale ne cache pas que très vite elle va proposer des crypto-monnaies. Les grandes banques ne cachent pas qu'elles s'y intéressent fortement. Les grandes entreprises commencent à accepter. Le centre Beaugrenelle à Paris accepte les cryptos. On sent qu'il y a aussi un mouvement très positif vers ça. Et donc il y a un double mouvement, j'ai l'impression. Il y a vraiment une dualité et une schizophrénie dans le système. Exactement, c'est le bon mot. C'est une situation chaotique où ça part dans tous les sens. Il y a des tendances divergentes. C'est pour ça que c'est très compliqué à analyser et très intéressant à observer. Donc il y a des grandes institutions financières qui progressivement adoptent ces nouveaux instruments un peu à reculons. Pourquoi elles le font ? Parce que leurs clients leur demandent de le faire. Pas parce qu'elles ont eu l'intuition géniale que c'était intéressant. Elles sentent que ça vient d'en bas. Quoi. Voilà. Et parfois, leurs dirigeants continuent à taper sur Bitcoin. C'est le cas chez JP Morgan, je crois. Mais alors qu'il y a des structures dans ces multinationales qui, elles, travaillent activement. Voilà, exactement, qui proposent des cryptos à leurs clients. Mais bon, ces acteurs-là, effectivement, ils progressent, ils vont dans le bon sens, lentement, mais sûrement. Mais il peut y avoir des retours en arrière aussi. Et si on prend l'exemple des monnaies numériques de banque centrale, les banques traditionnelles vont être très perturbées par ces objets parce que ça leur enlève une grosse partie de leur business qui est créer la monnaie et puis de tenir les comptes des gens. Si les gens se rendent compte que la monnaie banque centrale leur est accessible et qu'elle est plus fiable, qu'elle inspire plus confiance que la monnaie banque commerciale qu'ils ont sur leur compte, ils vont vouloir convertir leur compte bancaire et détenir leurs avoirs sur le compte de la banque centrale. Et donc les banques commerciales sont tout à fait conscientes de ce problème et elles font un lobbying en ce moment effréné auprès des banques centrales pour ralentir ce processus. Et les banques centrales sont aussi conscientes de ça. Elles ne veulent pas déstabiliser le secteur financier, donc leur réponse c'est « Ne vous inquiétez pas, on va établir des seuils, des niveaux au-delà desquels les particuliers ne pourront plus tout convertir en MNBC. » Voilà. Mais on voit sur cet exemple, comme sur la détention des cryptos, que les institutions financières classiques ont des intérêts divergents, on ne sait pas très bien en fait dans quelle direction ça peut évoluer. Moi je voudrais revenir sur le Bitcoin attaqué. Oui, bien sûr, il est attaqué par les États, par des effets de propagande, etc. Mais est-ce que technologiquement, il est attaquable aujourd'hui ? Alors oui, c'est une question intéressante et chaque bitcoiner devrait se poser la question et vérifier quelle réponse il a en tête là-dessus. Parce que c'est ça qui détermine la confiance en fait qu'on peut avoir dans ce dispositif. Je ne crois pas qu'il y a de réponse évidente, objective. C'est à chacun de se faire sa réponse un peu intuitivement. Moi, mon intuition, c'est que pour attaquer techniquement le Bitcoin, en fait, il y aurait deux moyens. Soit des États essayent de modifier le protocole dans un sens qui leur est favorable, et ça, à ce moment-là, il faut qu'ils jouent le jeu de la gouvernance open source, par de l'influence qui fasse passer des modifications qui vont dans leur sens. Mais c'est très peu probable parce que la communauté des développeurs est extrêmement attentive à ces sujets. Et la deuxième technique, ce serait de prendre le contrôle du système de transaction, soit en possédant eux-mêmes un grand nombre de nœuds de validation, mais c'est très compliqué si le réseau est très décentralisé mondialement, soit en essayant de prendre le contrôle du minage. Mais c'est immensément coûteux parce qu'il faut acheter du matériel, il y en aurait pour des centaines de millions ou des milliards de dollars, et il faut consentir une gigantesque dépense d'électricité
à court terme, représentant des sommes faramineuses. Et tout ça discrètement, sans que ça n'ait pu être observé et anticipé par la communauté. Ce qui est impossible. Et plus le réseau est décentralisé et plus la puissance de calcul du système Bitcoin est élevée, plus c'est difficile à faire par des États. Et il est même possible que ce soit maintenant pratiquement impossible, en fait. Mais en fait, sa force, c'est qu'il est démarré dans l'ombre et que personne n'y croyait. Exactement, et il était vulnérable à ce moment-là. Oui. Et il pouvait être détrôné par les États. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe... Et aujourd'hui, c'est sans doute peu probable. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire que Bitcoin est une expérience non reproductible. S'il échoue, les États ne laisseront pas une crypto aussi invulnérable... ou aussi potentiellement invulnérable se développer. Encore faut-il le savoir. Ils verront venir la puissance de la blockchain. Aujourd'hui, les États du monde entier ont les yeux braqués sur l'écosystème crypto. Ils sont obsédés par ce sujet. À propos du monde entier, parce que je vois que le temps file et on n'a pas encore parlé du Salvador. Et on a le temps. Et on a le temps, oui. Et Yorick, oui, mais j'aimerais que Yorick, parce que toi tu es allé au Salvador, rappelons pour ceux qui nous écoutent que c'est le premier pays au monde à avoir changé sa constitution pour accepter... C'est pas la constitution, je crois, c'est une loi. Ou c'est une loi, ouais. Bon d'accord. Donc ils acceptent officiellement le Bitcoin comme moyen de paiement, et c'est le premier État, ou le seul, encore aujourd'hui, où on peut payer ses impôts, son café, son restaurant. Il y a deux endroits où on peut payer ses impôts, dans des cantons suisses, dans les États aux États-Unis, mais c'est pas pour autant qu'ils ont donné cours légal au Bitcoin. Là, au Salvador, ils ont donné cours légal. Ouais. C'est-à-dire, il y a un article qui dit dans la loi, on peut pas refuser un paiement en Bitcoin. C'est ça le cours légal. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment une rupture majeure. Mais est-ce que tu penses, parce que il y a ça dans la loi en Centrafrique aussi, sauf que là-bas c'est fait un peu n'importe comment. C'est une autre crypto, hein. C'est pas alors ils ont dit les crypto-monnaies en général. Il y a ça dans la loi, mais dans la loi il est aussi dit que Bitcoin est la monnaie de référence. Alors déjà c'est contradictoire, et ensuite ils ont voulu émettre une crypto publique, le Sango, voilà, et en fait c'est fait n'importe comment. Ouais. Voilà. Okay. Mais il a une pression immense vu qu'il est sur les épaules, parce que j'imagine qu'il est... Donc, rappelons, Bukele, c'est le président du Salvador. Oui. Il est observé, il est sur la sellette, il est observé par pas mal de pays qui veulent faire la même chose, mais qui n'osent peut-être pas, qui ne se donnent peut-être pas les moyens. Et en fait, en gros, s'il tient vraiment, parce que là, il est lynché sur la place publique, en gros, mais s'il tient, ça va être un élément déclencheur pour plein d'autres pays. Et si plein d'autres pays font la même chose que lui, quels sont les enjeux, Yorick ? Oui, c'est vraiment une expérience fascinante. Moi, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai vu annoncer ça. Je l'ai vu en direct sur Internet en juin 2021. Et à ce moment-là, les bitcoiners se disaient si ça marche tant mieux, mais il se peut très bien que ça ne marche pas. Ça peut être un désastre pour plein de raisons possibles, techniques, corruption, incompétence et tout. Alors ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils se sont pris l'effondrement du marché après. Et donc c'est une position qui est fragile, très fragile pour eux, mais pour l'instant ça résiste. Ça se développe pas aussi vite que on l'aurait voulu, mais ça tient le coup. Le succès n'est toujours pas garanti. Il se peut encore que ça soit un désastre. Si ça marche et comme tu dis que d'autres États s'en inspirent, ça peut être un événement historique, un changement de paradigme. Et on peut imaginer que ce sont des petits États qui n'ont rien à perdre, qui vont s'y mettre progressivement, comme l'a fait le Salvador. Ça va pas être les États-Unis directement, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant sur une vidéo que tu as faite, tu disais on a laissé faire le Salvador parce que c'était un tout petit pays. C'est un peu le parallèle avec le Bitcoin, on l'a laissé faire parce qu'il était tout petit. Mais on le laisse faire parce que c'est un petit pays, mais l'enjeu est majeur et l'enjeu est mondial. Oui, mais paradoxalement, il est sous-estimé par beaucoup de nos dirigeants. Beaucoup de nos dirigeants disent mais c'est un petit pays complètement négligeable, on s'en fiche de ce qu'ils font. Il y a 6 millions d'habitants. Voilà. Il y a même un de nos ministres qui a dit mais ça représente rien le Salvador, avec un mépris, avec un sens du respect tout à fait intéressant. Qui caractérise un peu le gouvernement. Oui. Et en tout cas, c'est effectivement intéressant de voir que parfois les choses les plus révolutionnaires et les plus disruptrices, il vaut mieux qu'elles se développent et qu'elles se renforcent à l'abri des regards. Et c'est même mieux si elles sont méprisées au début. Parce que si elles sont méprisées, elles ne sont pas attaquées. Et elles ne sont pas considérées, donc. Voilà. Et pendant qu'elles ne sont pas attaquées, eh bien, elles se renforcent. Et d'ailleurs, moi, je trouve fascinant l'épisode Facebook. Facebook a voulu faire une crypto-monnaie qui, en fait, était un stablecoin. En 2 ans, les États lui ont fait la peau. Et il a disparu de la circulation. Exact. Et pendant ce temps, Bitcoin continuait de se développer.
Parce que les États ont pris Facebook au sérieux parce que c'était plus dans leur modèle mental. Facebook, grande entreprise, hyper riche, GAFA, c'est du sérieux. Avec déjà beaucoup d'utilisateurs. Voilà, avec une énorme actifs. quantité d'utilisateurs, donc ils sont dangereux. Donc c'est eux qu'on va attaquer. Et puis pendant ce temps, Bitcoin se développe. Et évidemment, il y a 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Si du jour au lendemain, 2 milliards d'individus sur Terre peuvent utiliser un stablecoin crypto, alors là, c'est une menace planétaire. Ils se sont trompés de combat parce que c'était un stablecoin adossé sur des actifs financiers comportant une grosse quantité de dollars. Donc potentiellement, ça pouvait être favorable au dollar et à l'impérialisme monétaire des États-Unis. Il y a eu des débats aux États-Unis, il y avait des politiciens américains qui étaient favorables à ça pour cette raison. Intéressant. Et donc, un stablecoin, c'est pas menaçant pour les États. Ce qui est menaçant, c'est une crypto-monnaie. Tu peux peut-être expliquer la différence pour nos auditeurs ? Un stablecoin, c'est une forme de crypto dont l'objectif est de garder un cours stable par rapport à des monnaies étatiques et qui sont donc gérées de manière centralisée pour réaliser cette performance. Et donc on achète de ces coins auprès d'une entité et avec ce qu'on lui a donné pour acheter ce coin, eh bien elle donc constitue une sorte de trésor de guerre qu'elle gère en achetant et en vendant ses actifs monétaires ou financiers, de manière à garder un cours stable du stablecoin par rapport au fiat. Un coin égale $1. Voilà. Et donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça, soit une gestion centralisée par une entité avec des vrais êtres humains, soit de manière algorithmique. Et on a cru que de manière algorithmique et automatisée c'était plus sûr, mais des exemples récents ont montré que en fait ça pouvait être vulnérable et créer des crises. Mais il y a des gens qui disent c'est bien les cryptos, mais l'avenir c'est les stablecoins, pas le bitcoin. Moi j'ai du mal à être convaincu par cette analyse. J'ai plutôt l'impression que les stablecoins sont un outil transitoire, utile dans le contexte où les cryptos sont très volatiles par rapport au fiat et on a toujours besoin de faire des dépenses en fiat. Mais les fiat, pour les raisons que j'ai données au début, ont pâti du peu d'innovation monétaire découlant du monopole monétaire, et donc les stablecoins permettent de donner au fiat les fonctionnalités prodigieusement novatrices de la blockchain qui ont émergé de la révolution des cryptos. Mais si le Bitcoin se développe progressivement, on aura de moins en moins besoin de payer en fiat, il y aura de plus en plus de commerces qui vous supplieront pour être payés en Bitcoin plutôt qu'en fiat, et progressivement des États vous supplieront de payer vos impôts en Bitcoin plutôt qu'en fiat. Et donc l'utilité des stablecoins diminuera avec le temps si l'essor des cryptos se développe. Logique. Oui, puis le destin du Bitcoin, c'est d'avoir le même destin que celui de l'or, c'est-à-dire une volatilité certes qui existe. L'or, ça fluctue quand même, on oublie quand même que ça fluctue même sacrément, mais sur des périodes de temps beaucoup plus longues. L'or, par exemple, a fait x2, mais sur 20 ans. Oui, mais il y a une différence, c'est que l'or n'est plus une monnaie. Il l'a été pendant des siècles, des millénaires, mais il ne l'est plus. Alors que la vocation de Bitcoin est de devenir une monnaie. Donc, si son essor se développe, il va être de moins en moins volatile par rapport au fiat, parce que sa masse financière va augmenter, il sera moins vulnérable aux chocs de demande et d'offres extérieures. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est pas tout à fait comparable à l'or. Moi, j'aimerais juste sur le Salvador, parce que c'est la question qu'on a souvent, mais concrètement, on a acheté un café en Bitcoin. Voilà, concrètement. C'est quoi ? Est-ce que c'était ça son intention à lui ? Bukele au Salvador. Oui, alors aujourd'hui au Salvador, il y a toujours 2 monnaies officielles prévues par la loi, le dollar américain et le bitcoin. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le dollar américain qui est utilisé par l'essentiel de la population. Mais tous les magasins modernes du pays se sont équipés pour accepter les bitcoins parce que en fait c'est contrôlé par l'État. Et donc moi j'ai fait cette expérience dans tous les McDo, tous les Starbucks Coffee. Tu as acheté en bitcoin. Exactement, on peut payer son McDo et son café en bitcoin. Comment on fait concrètement ? Il y a un QR code, c'est ça le commerçant ? Mais c'est très facile, c'est un jeu d'enfant et d'ailleurs ça existe à Paris et dans plein de pays du monde, moins en France, mais dans beaucoup de pays du monde. Donc tu sors ton téléphone. Le commerçant émet un QR code et avec son téléphone, on le scanne et on valide la transaction à partir de son wallet. Donc toi, et de quel wallet ? De quel wallet ? Alors, pour les petits montants, on utilise un wallet Lightning Network parce que c'est plus rationnel, parce que les frais de transaction sont très faibles et c'est instantané. Tu as downloadé sur ton téléphone
une application qui s'appelle Lightning Network. Alors j'ai un wallet Lightning Network, Voilà. il y en a plein. Donc moi j'ai celui de la start-up française A5 qui s'appelle Phoenix. Ok, intéressant. Voilà. Ok. Et on a en France une des principales start-up dans le monde qui développe l'infrastructure de Lightning Ça, Network. je ne savais pas. On aimerait Ça bien les m'intéresse. recevoir, tu nous Ouais. mettras en contact. Ce sont des stars mondiales. Ah, ouais. Et, Ok. le Lightning Network est donc ce dispositif qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin, qui est un protocole qui complète le protocole Bitcoin et qui permet de faire des transactions illimitées, instantanées, sur des tout petits montants et des toutes petites échelles de temps, avec des frais de transaction beaucoup plus faibles, quasiment négligeables en fait. C'est ça. Et après, Voilà. ça rentre dans Et un de manière bloc. sécurisée et respectant encore mieux la vie privée que le réseau Bitcoin Ah, traditionnel. d'accord. Ce sont des vrais bitcoins qui sont échangés, mais avec un procédé différent de la blockchain Bitcoin normale. C'est très complexe, C'est très complexe. très complexe, C'est ça. mais il n'y a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour l'utiliser. Et le Salvadorien de base, il l'utilise sans savoir comment ça fonctionne. Il voit Bien que ça sûr. fonctionne, Ok. c'est tout. Ok. Bien sûr. Ok. Intéressant. Ouais, intéressant. Juste pour finir, et donc tu as chargé entre guillemets ton wallet Lightning Network, Bitcoin. En fait, tu l'as chargé avec de la crypto que tu avais acheté sur un exchange, j'imagine, et puis tu as fait un transfert de monnaie, de crypto-monnaie de ton Il faut exchange. alimenter son wallet Lightning avec du Bitcoin qu'on possède sur Voilà. un autre wallet, Sur un autre wallet. on-chain. Et sinon, on peut... Et c'est en fait, il y a une image Ouais. qui me paraît parlante, c'est la différence entre un coffre-fort et un porte-monnaie. Ouais. Chez moi, supposons que j'ai un coffre-fort avec mon immense trésor, en fait, je vais pas sortir un sac de pièces d'or pour aller à la boulangerie. Je vais sortir une pièce que je vais mettre dans mon porte-monnaie C'est et ça. je vais aller à la boulangerie payer avec ma pièce. Et c'est la même différence entre un wallet Bitcoin on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain Bitcoin, et un wallet Bitcoin Lightning Network. Ah, d'accord. On alimente le second par un virement à partir du premier pour faire des petites dépenses. D'accord. Ok. Alors moi, j'aimerais faire le lien justement avec l'adoption massive. Donc, tu as compris que moi, je suis très connectée à l'insécurité du terrain et des gens. Et je me dis que c'est comme ça qu'en fait, ils vont y arriver. Et il se fait que nous, on donne beaucoup de formations en entreprise et on s'est rendu compte de quelque chose ces derniers mois. C'est qu'on arrive en entreprise, B2B, et puis on se retrouve avec des demandes B2C, de gens qui nous disent « Ah !» Donc, en entreprise, souvent, ils ne nous disent pas qu'ils sont intéressés, ils sont un peu réfractaires, et puis ils nous appellent en privé en disant « Ah oui, mais moi, je voudrais acheter mes premières cryptos, mais je ne sais pas faire ça tout seul. Par quoi tu commencerais ?» Et donc, on se retrouve maintenant à donner des formations en petits groupes, en B2C, et on les convertit comment ? Au Bitcoin, par le DCA, et l'arrondi, donc je t'en parlais tout à l'heure, l'arrondi, donc l'investissement en arrondi, donc tu achètes ton pain à 1,80€, je raconte n'importe quoi, et les vins qui font la différence pour arriver à l'unité supérieure partent sur un compte d'épargne en Bitcoin. Et donc c'est de l'investissement invisible, un petit peu tous les jours, sans grand risque, parce que si à un moment donné tu te rends compte que tu dors pas la nuit, tu peux arrêter ça tout de suite. Et je me demandais ce que tu pensais de ça, donc du DCA et de cet investissement en arrondi. Est-ce que tu penses que c'est un des outils pour aller chercher les gens, le commun des mortels? Est-ce que tu penses que c'est utile pour leur faire mettre un pied dans les cryptos et dans le Bitcoin? Voilà, je voulais ton avis là-dessus. Alors en fait, la notion d'utilité, elle est relative. C'est à chaque individu de dire si c'est utile pour lui ou pas. Et puis ensuite, en fonction des décisions de ces individus, ce service va prospérer ou disparaître. Mais ce qui est important, c'est que les individus fassent leur choix en toute connaissance de cause et en étant conscients des risques, enfin des avantages et inconvénients de ces solutions. Et sur ce service en particulier, effectivement, on voit le côté pratique, mais c'est peut-être plus difficile de voir le risque potentiel. Et il me semble qu'il a été souligné par Jos dans le podcast que vous avez fait tous les deux avec lui, Jocelyn, donc un des cofondateurs de Stackinsats, qui est l'entreprise leader d'épargne Bitcoin en France, le DCA, Dollar Cost Averaging. En fait, comme il le disait justement, l'entreprise qui fournit ce service se retrouve détentrice de toutes les données d'achat de ses utilisateurs. Pour l'arrondi. Pardon ? Pour l'arrondi, pas pour le DCA, si. Non, pour l'arrondi, pour effectivement, l'arrondi, pas Stackinsats, mais l'entreprise qui fournit le service d'arrondi. Et donc, ça crée un risque de diffusion de ces données. Et toute entité centrale finit par être piraté un jour ou l'autre d'un point de vue informatique. Et c'est la fameuse phrase de Nick Szabo, un des grands pionniers des cryptos et de Bitcoin et des smart contracts et de la blockchain. Il disait « Trusted
Le single point. Trusted third parties are single point of failures. No, are security holes. Trusted third parties are security holes. Ça veut dire les tiers de confiance sont des points de vulnérabilité, de sécurité. Parce que toute entité centrale, souvent une entreprise, mais ça peut être une administration, rend rentable pour des acteurs malveillants d'investir des ressources d'attaque importantes pour le pirater. Et donc on peut estimer que cette entreprise qui offre ce service, même si elle est très compétente, bienveillante, honnête et tout, il y a quand même un risque pour qu'un jour elle se fasse pirater, et à ce moment-là, toutes les données de ses utilisateurs seront accessibles universellement. Peut-être pas tout de suite universellement, d'abord elles seront accessibles à des acteurs malveillants, qui en feront une exploitation malveillante, qui peut être très grave d'ailleurs, qui peut menacer la sécurité physique des gens et tout, et puis ensuite, si ça se répand sur la planète entière, tout le monde saura ce que tu as acheté pendant des années, à la minute près. C'est le problème de la décentralisation. En fait, on voit que dans les systèmes décentralisés blockchain, en fait, émergent maintenant des acteurs centralisés. À commencer par un exchange. La première fois que vous irez acheter votre première crypto, vous passerez par une société qu'on appelle un exchange, qui est une société ultra centralisée. C'est très juste parce qu'en fait, ça pose la question du tiers de confiance. L'objectif de Bitcoin et des cryptos et de ce qu'on appelle vaguement la technologie blockchain, c'est d'éliminer les tiers de confiance pour diminuer la quantité de confiance qu'il faut attribuer à des individus. Mais on voit bien que dans l'écosystème, par certains aspects, on recrée des tiers de confiance qui recréent des risques, des problèmes, des freins, des coûts, et donc il faut être attentif à ça. Et comme tu dis, les plateformes d'échange sont des tiers de confiance, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas laisser ces cryptos durablement sur des plateformes d'échange, parce que ça va contre l'essence même de la crypto. Exact. Et ça pose la question de la responsabilité de chacun. Est-ce qu'on est prêt à porter cette responsabilité ? Exactement, c'est plus responsabilisant, et en fait on n'a pas forcément été préparé à être des adultes responsables. Depuis des décennies, on est infantilisé. On nous dit, vous inquiétez pas, tout est trop compliqué pour vous, et donc moi, puissance publique notamment, je vais résoudre tous vos problèmes, je vais vous prendre en charge, je vais vous protéger comme un petit enfant. Et c'est vrai en matière financière. Et les cryptos imposent de changer de perspective et de devenir des adultes. Et d'être conscient des risques de chaque option, l'option traditionnelle, bancaire, etc., et l'option crypto, et de prendre des décisions éclairées en toute connaissance en fonction du degré d'indépendance qu'on veut avoir et du degré de souveraineté qu'on veut avoir. Si on veut rester dépendant, esclave, pas de problème, on peut continuer. Mais là, avec les cryptos, on a quelque chose qui nous permet de devenir plus libre et plus souverain, et donc on peut le faire en faisant attention. Et il faut faire attention, il faut faire plus d'efforts qu'en temps normal. Oui, et cette liberté dont tu parles, elle va de pair avec la connaissance. Parce que tu dois être instruit, tu dois savoir, tu dois comprendre. Donc dans la phase actuelle où tout ça est nouveau, complexe, cet enjeu de connaissance est encore plus important, l'enjeu de pédagogie, d'explication, et il est normal que les gens soient sceptiques, prudents, qui posent des questions et qui disent mais votre truc... Est-ce que c'est sécurisé ? Comment ça marche ? C'est quoi cette histoire de minage ? C'est quoi la cryptographie ? Donc c'est normal qu'ils posent des questions techniques, et nous, notre rôle, c'est nous-mêmes de nous renseigner, de nous documenter pour leur répondre. Mais on va arriver progressivement à une phase où ces questions vont disparaître, parce que ces outils auront fait la preuve de leur robustesse et de leur utilité. Et donc dans 20 ans, tout le monde utilisera Bitcoin et l'infrastructure Bitcoin sans savoir que c'est l'infrastructure Bitcoin. Et quand on leur explique en plus que le Bitcoin et la première blockchain a été faite par quelqu'un qui s'appellerait Satoshi Nakamoto, qu'on ne connaît pas, qui est un pseudonyme, qui a disparu en 2011. Et là, à l'instant, tu parlais d'un personnage qui s'appelle Nick Szabo, qu'on soupçonne d'être peut-être Satoshi Nakamoto, tellement il a été impliqué dans les développements blockchain. Quand en plus on dit aux gens que c'est un système qui a été inventé par on ne sait qui a disparu, qui est autogéré, etc., c'est complètement... et c'est très perturbant pour beaucoup qui disent mais comment je peux faire confiance à un système dont je ne sais même pas qui l'a inventé. Exact. Ces gens-là restent prisonniers du modèle mental de l'économie contemporaine où quelque chose est fiable si son créateur est fiable. Et ça, c'est notamment les gens qui sont prisonniers du système traditionnel où, par exemple, le diplôme est très important. Je vais écouter quelqu'un plus facilement s'il a un beau diplôme.
indépendamment de ce qu'il sait vraiment. Bien sûr. Sauf que là, l'économie contemporaine se transforme énormément, et avec les protocoles open source, le numérique, on change de paradigme, et ce qui compte, c'est pas qui l'a créé, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que ça fait. Et dès que les gens comprennent que le créateur du Bitcoin, quel qu'il soit, n'a plus de pouvoir sur le protocole, en fait, ils ont une révélation miraculeuse. Ils se disent, ah oui, mais en fait, c'est incroyable, c'est un changement de paradigme. Voilà. Ouais, exact. Pour moi, c'est une belle conclusion, parce que là, on pourrait encore en parler des heures. C'est vraiment, moi, je suis absolument passionné par cette discussion, Yorick. Mais bon, on reprendra, on fera un épisode 2. Et oui, Yorick, on va te réinviter. Moi, j'aimerais beaucoup. En fait, je sais pas comment le mettre en place, parce que à l'audio, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais un jour vraiment faire un épisode avec Sébastien. Sébastien Gouspillou. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Sébastien. Il est un des premiers aussi que j'ai suivi, que j'ai écouté, et qui m'a fait comprendre des choses dans ce domaine-là. Ah ouais, nous, on a enregistré avec lui, on a pris une belle claque. Et j'aimerais un jour faire une table ronde, mais à l'audio, c'est un peu compliqué, donc peut-être sous forme de vidéo avec plusieurs intervenants, donc Sébastien, Richard Détente et toi. Parce que je trouve que vous avez des discours qui se rejoignent, et de temps en temps, on sent qu'il y a des divergences quand même, et j'aimerais le faire sous forme de débat, en fait. On peut avoir des approches ponctuellement différentes, oui. Mais c'est un domaine tellement nouveau et complexe. En fait, c'est utile qu'il y ait plein d'approches différentes, parce qu'il y a plein de bouts différents par lesquels on peut essayer d'attraper ce savon insaisissable. C'est un peu simplet dans Blanche-Neige qui essaie d'attraper le savon. Le savon nous sort des mains sans arrêt. Il vaut mieux qu'on soit plusieurs petits nains à essayer de l'attraper. Exact. J'aime bien cette allégorie. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour clôturer ? Non, merci beaucoup. En tout cas, alors, Yorick de Montbin, on te retrouve alors, sur YouTube. Quand on tape ton nom, on voit plusieurs de tes conférences. Donc j'encourage les gens à aller voir. On mettra des liens dans la description, et je mettrai ton lien vers le Notion. Tu as un Notion avec plein de... Tu as comme un blog. J'ai un compte Medium où je stocke tous les articles que j'ai publiés à droite à gauche. Oui, c'est là que j'ai dépioché. Je le mettrai sur les descriptions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle qu'on a un site web qui s'appelle nftbusiness.tech, T-E-C-H, et sur ce site web, vous pouvez enregistrer votre adresse email et recevoir notre newsletter et un e-book gratuit sur la finance décentralisée. Oui, et d'ailleurs, sur notre newsletter, Yorick, comme ça tu es informé, je mets souvent tes vidéos, tes articles. Donc tu es cité en référence régulièrement. Donc ceux qui sont déjà affiliés à cette newsletter te connaissent. Donc merci pour ta confiance, merci pour ton temps, merci pour ton partage des connaissances. C'était très intense. Merci à vous, c'était un plaisir.